Nous sommes en 1982, un bombardier Myasitchev M4 modifié pour transporter des composants dans la future navette spatiale soviétique décolle en direction de Baïkonour. La transformation impressionnante qu'a subi cet avion lui permet de décoller et de voler avec des composants de la prochaine fusée soviétique la plus puissante sur le dos. Mais il ne s'agit que d'une solution de transition, car il est impossible pour cet avion de transporter en un seul vol certains composants. Les ingénieurs soviétiques voient bien plus grand. Bien le bonjour et bienvenue, c'est Etaka qui vous parle. Et aujourd'hui, on parle de l'avion le plus long et lourd au monde. Un rêve d'ingénieurs dément, prêt à tout pour montrer au monde la supériorité de leur pays. L'Antonov AN-225. En 1976, les soviétiques entament le développement d'un nouveau projet. Ils ont pour ambition de concurrencer la navette spatiale américaine avec un système plus poussé. Mais contrairement aux États-Unis, qui ont plusieurs avions porteurs potentiels pour leur navette, les soviétiques n'ont pratiquement pas d'avions assez grands et puissants pour soutenir la masse de l'orbiteur. De plus, chaque élément de ce nouveau programme sera transporté par les airs. Mais heureusement pour le régime soviétique, un immense avion est déjà en développement chez le constructeur ukrainien Antonov. En 1982, pour la première fois, un AN-124 de la firme prend son envol. L'avion est gigantesque, sa soute est plus large qu'un 747 et il peut transporter 120 tonnes dans son ventre. Il est l'avion soviétique produit en série le plus grand. Déjà à l'époque, il était une fierté pour l'URSS. Mais cet avion, malgré son gigantisme, n'est toujours pas assez grand. Les ingénieurs ukrainiens entament alors des modifications drastiques de l'avion. L'AN-124 est déjà un avion impressionnant. 4 puissants et efficaces turboréacteurs, une envergure de 73 mètres et 2 rampes arrière et avant pour que le chargement et le déchargement de la cargaison puissent se faire en simultané. Le nouvel avion prend 15 mètres de long supplémentaires pour pouvoir transporter chaque partie d'Energia et de Buran sur son dos. Avec l'augmentation en poids de l'avion et la masse qu'il devra transporter, les ailes de l'AN-124 sont trop petites. Elles sont donc allongées de 12 mètres pour atteindre 88 mètres d'envergure, plus de 2 fois la longueur d'un Boeing 737. La structure de l'aile change assez peu, c'est la partie fixée au fuselage qui est rallongée et agrandie. Les ailes conservent d'ailleurs le diagro négatif de celle de l'Antonov 124. Cette inclinaison doit rendre l'avion bien plus maniable que les autres avions se rapprochant de son gabarit. L'une des solutions trouvées par les ingénieurs pour rendre l'AN-124 plus léger était d'utiliser un empennage monté sur le fuselage. Sur de nombreux avions, à aile et à réacteur en position haute, l'empennage horizontal est placé sur la dérive. Cette configuration est choisie pour que les turbulences créées par l'aile ou les moteurs ne rendent pas l'empennage inutilisable, ou que celle-ci crée de l'instabilité. Mais des tests en soufflerie ont montré que dans le cas de l'AN-124, cette solution n'était pas nécessaire. L'empennage a donc été abaissé pour gagner 2800 kg sur la structure de l'avion. Malheureusement, le grand frère de l'AN-124 devra transporter la majeure partie du temps des charges utiles sur son dos. Une dérive à un empennage classique ne peut donc pas être utilisée, car les turbulences créées par l'orbiteur ou les réservoirs d'Energia rendraient la dérive inopérante. De plus, la dérive prenait de la place sur le fuselage qui pourrait être utilisée. Il serait impossible de faire sans cette partie essentielle à la stabilité et au contrôle de l'avion. Les soviétiques ont donc opté pour une solution similaire à celle utilisée par les Américains, simplement décaler la dérive en dehors du sillage de l'orbiteur. Évidemment, il est impossible de garder une dérive unique sur le côté. L'avion adopte alors un empennage à double dérive. Le fuselage a beau ne pas avoir été élargi, la structure de celui-ci n'est pas restée inchangée. Pour supporter les dizaines voire centaines de tonnes qu'il allait transporter sur son dos, la structure du fuselage a été renforcée et alourdie. En contrepartie, le plancher de la soute a été allégé, car il n'était de toute façon pas prévu de transporter de lourds cargos dans celle-ci. En revanche, le tarmac et les pistes d'atterrissage devront supporter les plus de 250 tonnes de l'avion une fois chargé. Les 24 roues de l'AN-124 auraient ou succombé sous la masse de l'avion, ou se seraient enfoncées dans le bitume. Le poids de l'avion est donc réparti sur 32 roues. Le train avant est d'ailleurs double, en plus d'être à 100% mobile pour simplifier le roulage. Les 4 moteurs de l'AN-124 étaient déjà très efficaces et puissants. Trouver des moteurs avec des performances encore meilleures en URSS se serait révélé pratiquement impossible. Au lieu d'opter pour une motorisation plus puissante, l'avion sera un hexaréacteur. Il comptera 6 moteurs au total. Cet avion hors du commun obtient le nom d'Antonov 225 RIA,
qui en russe signifie rêve. Pour les ingénieurs travaillant sur le projet, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Le mastodonte a besoin de 6 personnes au minimum pour fonctionner. L'équipage a son propre espace de vie au-dessus de la soute, avec salle à manger et dortoir, mais malheureusement pas de fenêtre autre que celle du cockpit. En décembre 1988, le premier Mriya sort des ateliers. L'avion fait un premier vol le 21 décembre de la même année. Ce premier appareil ne doit pas être le seul. Un Antonov 325 est notamment envisagé pour lancer depuis les airs la navette Max. Mais à la fin des années 80, l'URSS a perdu de sa splendeur. Le budget vient à manquer et le programme Buran meurt doucement dans l'ombre. Mais les reliques de ce programme spatial peuvent encore servir à la propagande. C'est pourquoi, en mai 1989, Buran est installé sur le dos de son avion porteur et traverse l'Europe pour participer au Salon du Bourget de juin 1989. L'avion fait forte impression, il fait des manœuvres spectaculaires dans les airs, il est décrit comme aussi maniable qu'un avion de ligne. Cependant, cette gloire sera de courte durée. Avec l'éclatement de l'URSS et la crise qui l'a suivi, l'avion est laissé à l'abandon. Ce pourquoi il a été construit n'est plus. Le deuxième modèle en construction fut abandonné, et les moteurs du Mriya furent démontés pour être installés sur des Antonov 124. L'ère du géant des cieux semblait être terminée. Au début des années 2000, le besoin d'un avion cargo super lourd se fait de nouveau sentir. Les cargaisons les plus massives du monde sont transportées par les AN-124, mais même cet avion a ses limites, et en 2001, grâce à l'initiative de nombreux constructeurs soviétiques, l'Antonov 225 Mriya est sorti de la tombe. Aujourd'hui, la N225 est le détenteur de nombreux records. Seul le Stratolaunch a une envergure supérieure à ce dernier. Il peut transporter des cargaisons tellement lourdes que la seule limitation est le volume de sa soute, qui fait tout de même 1300 m3. Antonov Airlines, la compagnie qui l'opère, a pour slogan « Il n'y a pas d'autre nom qui porte plus de poids ». Le second modèle en construction pourrait bien être terminé en collaboration avec des constructeurs chinois. Avec la crise sanitaire, le Mriya était en première ligne. Il a effectué plusieurs vols humanitaires et d'autres commandités par des États, transportant d'un bout à l'autre du monde des centaines de tonnes de matériel médical. Cet avion, conçu pour transporter une navette spatiale à travers l'URSS et au-dessus du rideau de fer, a sauvé des vies et de bien des manières. L'une de ses premières missions depuis sa remise en service était le transport de plus de 80 000 cadeaux pour des enfants défavorisés. Mriya ne s'est jamais grandement éloigné de son objectif primaire, transporter à travers le monde les rêves de ceux qui n'ont plus rien d'autre.